Madame la Première ministre, vendredi après-midi, vous êtes montée à la tribune et vous avez, avant même que les députés n'aient pu piper mot, déclenché votre 20e 49.3. C'est peut-être votre côté bon élève, Madame la Première ministre. 20 sur 20, franchement, bravo, bravo. Vous aurez mention très bien, avec les félicitations du Président de la République, pour avoir rudoyé sans vergogne le Parlement avec votre projet de loi de financement de la sécurité sociale qui continue de détruire notre modèle social. Pas sûr néanmoins que les Françaises et les Français vous en soient si reconnaissants. Ce petit sourire satisfait que vous affichez désormais quand vous déclenchez un 49.3, il peut être perçu par certains comme le signe d'une forme de déconnexion, voire d'une ignorance de la réalité vécue par nombre de nos concitoyens. Tentons, puisque vous êtes présente ici, de leur donner la parole. On n'en est même plus à choisir entre le loisir ou manger. Les loisirs, ça fait belle lurette qu'on s'en passe. On en serait plutôt à choisir entre les œufs et le lait, mais pas les deux, ou entre le liquide vaisselle et le gel douche. De nouveau, mais pas les deux, quand on peut encore en prendre un. Des mots comme ce message posté sur ma page Facebook la semaine dernière à la suite de votre précédente motion de censure, ils nous touchent inlassablement depuis 1 an et demi, alors que l'inflation, on le dit, on le répète, on le martèle, elle pèse sur les ménages. Pendant ce temps, vous allez généreusement revaloriser le RSA de 4,6% et les pensions de retraite de 5,4%. Franchement, bravo. Ça fait 90 centimes de plus par jour pour un allocataire du RSA. Et alors après, ils vont continuer de se plaindre, comme Juliette, que l'on réduise le montant de l'allocation alors qu'ils ont oublié de déclarer 40 € quand même de vente d'objets sur le Bon Coin. C'était dans un article du Monde, Madame la Première ministre, je vous en ferai parvenir une copie. Franchement, c'est indécent. Ces assistés au bout du rouleau, ils oseraient encore se plaindre parce qu'on les contrôle, un contrôle technocratique et inhumain, mais oui, quelle indécence. Peut-être ces chiffres, ces éléments sur l'inflation sont-ils encore trop abstraits. 3,45 € le paquet de yaourt sur le site de Carrefour il y a moins d'1 heure, ce même paquet qui coûtait 2,72 € il y a 1 an. Cette différence, elle n'est pas ridicule. C'est le quotidien de nos concitoyens. Alors, Madame la Première ministre, puisque, à l'instar du ministre du Travail, vous ne m'écoutez pas ou trop peu, vous allez peut-être prêter attention à ce que nous disent les banques alimentaires. Leurs rapports décrivent méthodiquement comment la précarisation de l'emploi rallonge les files d'attente aux distributions organisées par des bénévoles. Savez-vous que parmi les effectifs qui sollicitent l'aide des banques alimentaires, 60% travaillent à temps partiel? C'est la fabrique de l'emploi précaire qui conduit à renforcer la pauvreté. Les bas salaires et les classes moyennes sont pénalisés par cette trappe à pauvreté qu'est l'inflation. Madame la Première ministre, puisque vous avez souhaité interrompre notre parole pour la 20e fois, laissez-moi donc continuer de leur donner la parole à ces acteurs de la solidarité qui sont le dernier refuge de celles et ceux que vos politiques précarisent. Vendredi matin, pendant que vous pourfourbissiez ce 20e 49.3, j'étais à 11 h à la Banque alimentaire du Calvados, aux côtés des bénévoles et des 2,5 salariés pour les écouter. Je leur ai promis de relayer leurs paroles. À Bretteville-sur-Randon, l'entrepôt est trop petit. Il faudrait qu'il soit 3 fois plus grand pour gérer la demande. Les périodes où les aides comme le RSA ne sont pas encore versées, ça met évidemment les gens en difficulté. Ils sont isolés, ils sont perdus. Lors d'une faillite de commerce, par exemple, les gens n'ont pas de chômage, pas de revenus, rien. Si les Restos du Cœur refusent désormais les 100 plus riches, ils vont aller toquer à d'autres portes. Mais lesquelles? Personne, évidemment, n'a envie de refuser des gens, de trier entre les pauvres. De plus en plus de travailleurs pauvres viennent. Ça pose d'ailleurs des questions. Pour les banques alimentaires du Calvados, c'est même aujourd'hui Amazon qui donne un chèque de 12 000 € pour pouvoir acheter des conserves. Amazon qui met à disposition des camions et des chauffeurs. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est Amazon, championne de l'optimisation fiscale, professionnelle des conditions de travail dégradées, des cadences infernales, des rotations à la chaîne, qui se substitue à l'État pour financer les banques alimentaires. Quel symbole! Pourriez-vous assumer devant la représentation nationale le montant des exonérations d'impôts qu'entraîne cette politique, par ailleurs de responsabilité sociale et environnementale, de l'entreprise américaine? Samedi à 10 h, le lendemain, j'étais invité en Ardèche pour parler travail, emploi et défendre une autre vision que celle qui est portée par votre ministre du Travail, Olivier Dussopt. Au Teil, j'ai rencontré l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui porte un ambitieux projet de transformation des territoires et dont vous vouliez réduire les subventions. À Privas, nous sommes allés à la rencontre des salariés d'une ressourcerie qui déplore que votre gouvernement détourne le modèle des ateliers et des chantiers d'insertion.
Nous accompagnons de plus en plus de personnes de 50 ans et de moins de 25 ans. La semaine dernière, une dame âgée de 66 ans est venue nous voir. Elle n'avait pas de solution. La dernière réforme de l'assurance chômage a beaucoup changé les choses. Des personnes qui avant pouvaient payer leurs factures, nous disent-ils, n'y arrivent plus. Nous avons même une bénéficiaire qui a une licence de langue étrangère appliquée LEA. Tout est déréglé. Les réformes, comme celle de l'assurance chômage, renvoient les gens vers le RSA. Il y a une colère forte. Les gens vivent dans des logements pourris. Ce sont des invisibles. Vous n'avez pas augmenté les plafonds des chantiers d'insertion. Il y a une réduction du nombre de personnes qui peuvent aller vers les dispositifs d'insertion. C'est votre politique. 1 heure plus tard, j'étais à la rencontre des bénévoles du Secours populaire. Il n'y a pas eu de distribution en novembre, nous disent-ils, car nous n'avons plus de stock. C'est difficile. Notre secrétaire général a alerté Mme Borne sur l'utilisation des fonds européens de l'aide alimentaire qui ne sont pas consommés en France. Nous n'avons pas d'étudiants sur notre territoire, ajoute-t-il, mais nous avons désormais des lycéens qui viennent prendre des paquets de biscuits. Dans nos territoires ruraux, même l'accès aux droits est en danger puisque se déplacer coûte trop cher. Les gens n'ont plus les moyens de venir chercher à manger. Les gens viennent, mais on n'est pas prêt. On n'est pas France Service bis. On ne peut pas compenser par des appels à projets à durabilité limitée. À un moment, on se pose la question. Jusqu'à quel moment devra-t-on se battre pour avoir quelques subsides de l'État pour accompagner son désengagement ? Ce désengagement de l'État, je ne peux que le constater dans le Calvados, votre département. À Ouistreham, je vous l'ai dit dimanche dernier, des hommes sont frigorifiés. Ils attendent une mise à l'abri qui est votre devoir mais qui tarde, alors même que l'hébergement d'urgence est saturé, faute de moyens notamment. Il gèle, Madame la Première ministre, il pleut. Il n'y a pas assez de tentes et ils doivent se relayer pour dormir. Plus de la moitié d'entre eux a déposé une demande d'asile, mais en attendant, en ce moment, ils n'ont droit à rien. Ils n'ont rien. Ils sont considérés comme moins que rien. À Ouistreham, comme on me le rappelait à la Banque alimentaire, il y a de plus en plus de jeunes. Certains ont 12-13 ans. La Croix-Rouge a du mal à trouver des bénévoles pour aller leur donner à manger à cause de la gale et de la tuberculose. Nous n'avons pas une ligne de crédit sur la maraude à Ouistreham pour avoir de l'aide alimentaire. Alors il y a Ouistreham, mais il y a Dunkerque, il y a Calais. Partout des campements de fortune et des exilés qui cherchent tout simplement à survivre et qui ne désirent qu'une chose pour la plupart, vivre, travailler, s'intégrer en France, vivre dignement. Et pendant ce temps-là, il y a votre ministre du Logement qui dit dans Le Monde « J'ai 1600 migrants à Dunkerque, je les gère. C'est ce qui me paraît plus important, par contre, c'est que les gens ne soient pas étranglés par leur rythme de vie et leur pouvoir d'achat. » Bravo, monsieur le ministre du Logement. Mais quand vous voyez, malgré votre « en même temps » qui divise, les gens sont quand même étranglés par leur rythme de vie et leur pouvoir d'achat à cause de vos politiques. Et en même temps, votre devoir, notre honneur, devrait aussi être de considérer les exilés autrement comme des chiffres qu'on gère. L'indignité, au-delà de ces propos, c'est évidemment celle des conditions dans lesquelles on accueille notamment ceux qui sont attrapés sur nos frontières. Laissez-moi, Madame la Première ministre, vous raconter ce que j'ai vu à Menton. Menton, dans le poste de police de frontière, c'est un local de mise à l'abri. Dans une courette, ce sont parfois des dizaines d'hommes qui attendent en plein cagnard, qui dorment sur des bancs en métal pour quelques-uns, mais surtout sur le sol goudronné. À l'intérieur, dans une salle de 30 mètres carrés, ce sont des mineurs, des familles, des bébés qui se partagent 4 matelas de sol, ils sont une quarantaine. Une toilette à la turque, putride et un point d'eau. Des bébés, Madame la Première ministre, des bébés qui dorment ici. Je garderai toujours en mémoire l'image de ce couple avec leur toute petite fille de 9 mois qui rentrait à 20h30 dans le poste. Ils vont passer la nuit là, à même le sol. Le lendemain, je les ai retrouvés par hasard à Vintimille. Ils n'avaient évidemment pas dormi, ils avaient fui la Guinée et l'excision. Au poste, on leur a demandé leur identité, mais pas s'ils voulaient l'asile, mais pas s'ils voulaient voir un médecin. Leur petite fille était malade depuis 3 semaines. Au poste, on les a conduits dans cette pièce surpeuplée, où la petite fille a dormi sur l'épaule de son père allongé sur le carrelage sale. À 8h, on les a remis dehors. 2 heures de marche le long de la route vers l'Italie. Madame la Première ministre, ça ne peut pas être la France. C'est la France. Vendredi dernier, je suis revenu en commission des lois et j'ai assisté médusé à vos renoncements. Durcissement du regroupement familial, durcissement du droit du titre de séjour étranger malade, exigence d'un niveau de maîtrise de langue alors même qu'il n'y a plus de place dans les centres de langue. Madame la Première ministre, pour finir, je vais vous parler de Samassa. Samassa, elle fait le ménage à l'Assemblée nationale depuis 40 ans. Elle nettoie depuis plus de 30 ans les bancs sur lesquels vous êtes assis. Elle peine à joindre les deux bouts. Elle a abandonné sa demande de naturalisation, sans rancune avec le sourire, parce qu'il manquait une pièce. Mais elle continue de venir nettoyer votre banquette. Elle a eu des problèmes de santé. Elle a 68 ans, elle continue de travailler. Aujourd'hui, je pense à elle. Je pense à ceux qui font tourner la France, malgré vos politiques, avec abnégation et sentiment des devoirs.
Madame la Première ministre, au nom de l'inhumanité technocratique qui vous sert de politique, nous voterons la censure. Merci, Monsieur Delaporte.